Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence sur la hausse des taux et les impacts sur mon portefeuille. Donc nous sommes ravis de vous retrouver. Donc nous avons le plaisir d'accueillir un petit nouveau dans la team avec donc Lionel Duverger, expert d'analyse technique que vous connaissez. Nous avons également Amine Maklouf qui est avec nous et qui va vous détailler un peu l'impact d'une potentielle hausse de taux, parce que rien n'est encore fait, une potentielle hausse de taux sur mon portefeuille, à savoir les implications sectorielles qu'il pourrait y avoir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels. Donc les micros sont coupés, je vous recommande de couper votre caméra pour une question de bande passante et bien sûr d'essayer de fermer toutes les autres applications. Comme ça c'est beaucoup plus fluide en termes d'écoute. L'agenda, alors on a un agenda qui se charge, peut-être l'avez-vous vu, Portzamparc et participe à des introductions en bourse de sociétés mid and small. Donc nous aurons la présentation avec le management de la société Afiren, mercredi prochain à 14 h. Vendredi prochain, nous aurons la présentation, toujours dans le cadre d'une introduction en bourse, de Entech Smart Energy. Donc ça sera avec le management également à 11h45. Et vous recevrez bientôt une nouvelle invitation pour la conférence digitale le 7 octobre à 18h30. Donc c'est le même format que l'on a pu vous présenter fin janvier, à savoir un plateau télé. On sera en direct boursier.com et en partenariat avec Investir. Donc nous aurons cette conférence digitale animée par François Monnier, donc qui est le directeur des rédactions d'Investir, qui nous recevra sur son plateau. Donc il y aura différents experts de Portzamparc et nous reviendrons justement après la forte hausse, alors non pas des taux, mais la forte hausse des marchés que nous connaissons. Que faut-il faire dans son portefeuille? Comment faut-il se positionner pour sécuriser ou pour bien terminer l'année? Donc ce sera le 7 octobre, les invitations vont bientôt partir. Alors, le programme aujourd'hui. Donc, en introduction, je reviendrai un peu sur un panorama global où se situe le marché d'un point de vue hausse de taux. Amine ensuite vous donnera un peu les grandes lignes, les grandes implications et les liens qu'il peut y avoir entre hausse des taux et marché action. Lionel nous éclairera d'un point de vue technique sur les taux, les taux américains, les taux européens, comment se trouvent-ils. Et enfin, Amine vous détaillera les secteurs gagnants, les secteurs perdants, qui ceux pour lesquels l'issue est peut-être un peu plus incertaine dans le cas d'une potentielle hausse de taux. Alors, toujours, si vous avez des questions, vous avez un chat à vos dispositions. N'hésitez pas à poser des questions, vous me les adressez, et nous y répondrons, Amine, Lionel et moi, à la fin de la présentation. Nous sommes ensemble pour environ 20-25 minutes de présentation. Et ensuite, place à vos questions et réponses. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet immédiatement, le cadre général. Vous l'avez certainement vu, Jackson Hole, qui se situe dans le Kansas, chaque année, fin août, c'est le grand symposium de tous les membres de la Fed des États-Unis, donc qui s'y retrouvent, et vous avez le patron de la Fed qui donne un peu la tendance sur taux d'intérêt, inflation, qui donne un peu leur analyse en termes de macro et surtout donne un peu de perspective sur les hausses de taux. Cette année, c'était un peu particulier, puisqu'en fait, les investisseurs attendaient beaucoup de cette déclaration plutôt, de Jackson Hole. Ils attendaient beaucoup, pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, en mars 2020, la pandémie a commencé à prendre énormément d'ampleur, à faire énormément de dégâts, les économies se sont fermées, les banques centrales ont réagi de manière très forte en annonçant des programmes de rachat d'actions. La Fed, par exemple, a annoncé un programme de 120 milliards de dollars par mois de rachat, pas d'actions, mais de titres. Et le bilan de la Fed, en l'espace de 18 mois, donc au 6 septembre, le bilan de la Fed a doublé par rapport à sa position en mars 2020. Le bilan atteignait 8,4 trillions de dollars. En même temps, la Fed a ramené ses taux directeurs à zéro. Et donc, il y a eu une abondance de liquidités pour soutenir l'économie. Un an et demi après, les investisseurs se posaient énormément de questions. Que va faire la Fed? Alors, historiquement, la Fed n'a jamais combiné une hausse de taux et une baisse de ses rachats d'actions.
c'est ce qui a effectivement été confirmé le 28 août dernier, à savoir la Fed dit l'inflation est certes très haute, mais c'est ponctuel, c'est lié à la reprise économique, on en a parlé ensemble il y a 15 jours, et ensuite, les taux, il n'y a pas de raison de les augmenter à court terme, donc cette possibilité a été écartée. Par contre, le programme de rachat d'actions, donc le tapering, le ralentissement de ce programme de rachat de titres, pardon, va être mis progressivement en place courant du 3e et 4e trimestre 2021, et ensuite, pourquoi pas, hausse de taux, mais décalée à 2022. Donc les investisseurs, quelque part, ont été rassurés. Donc voilà le cadre global dans lequel on évolue. Jeudi, 10 jours après, la BCE a emboîté le pas de la Fed, a dit pas de hausse de taux pour nous. Par contre, on ne s'interdit pas de commencer à baisser un peu notre programme de rachat d'actifs. Alors, en termes de perspective, où nous situons-nous? BNP Paribas garde ses objectifs 12 mois sur les taux, à savoir bond du trésor US 10 ans à 2%. Ordre d'idée, aujourd'hui, ce matin, on était à 1,29. Et le Bund de 10 ans, on maintient des perspectives de 0. Donc, pas de hausse de taux aujourd'hui anticipée, ou en tout cas, pas avant un an. Ce qui fait que d'un point de vue purement obligataire et en termes de recommandations, nous maintenons les obligations d'État souveraines, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avec une vue négative. Voilà, ça c'est le panorama global. Donc, encore une fois, avant de laisser la parole à Amine, on ne parle pas de hausse de taux immédiate, c'est pas le scénario central que l'on retient. Cependant, avec ce retour à la normalité, on pense s'attendre un petit peu à quelques remontées et à des changements. Amine, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Amine Maklouf, donc je fais partie de l'équipe offre financière en tant que spécialiste en investissement. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'impact du marché obligataire sur le marché action. Donc, les taux d'intérêt vont surtout avoir leur mot à dire sur la rotation sectorielle et la performance des secteurs au marché. Typiquement, ce qu'on a pu vivre en novembre dernier, par exemple, où, après de nombreux mois de surperformance des actions de croissance, une rapide accélération des taux a entraîné un réveil des actions de la value, donc les actions à valorisation attractive. Ci-dessous, sur le graphe, la courbe en rouge nous montre l'évolution de l'Eurostoxx Index sur 10 ans. Donc, cet indice, l'Eurostoxx Index, nous regroupe 288 valeurs européennes. La courbe en bleu sur la partie du bas nous montre l'évolution des rendements du Bund, donc le 10 ans allemand, sur la même période. Comme vous pouvez le voir, dans les phases de remontée de taux, le marché action plutôt, est souvent en performance positive sur ces mêmes périodes, avec une moyenne de 2% de performance à peu près. Ceci est dû au fait que la hausse des rendements obligataires coïncide souvent avec des anticipations d'une reprise économique. La profitabilité des entreprises s'améliore et la croissance rapide des bénéfices a plus que compensé les effets néfastes de la hausse des taux sur les actions. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une remontée des taux ne veut pas forcément dire une baisse du marché action, mais elle va surtout avoir un impact sur les performances relatives des secteurs. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Ici, vous trouverez notre étude historique sur les performances sectorielles. Les pourcentages affichés sont donc les moyennes des performances relatives de chaque secteur par rapport à l'indice de référence, donc ici l'Eurostoxx, sur les périodes où les taux remontent, donc les périodes affichées sur le slide précédent. Avant de vous présenter les résultats de notre modèle, je vous propose de faire un petit point analyse technique. Je passe donc la parole à toi, Lionel. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer si le son est bon? C'est bon. Merci. Donc là, sur cette diapositive, vous avez le taux à 10 ans américain. Donc depuis 2019, donc les taux ont baissé fin 2018, tout 2019.
on ne s'intéresse pas forcément trop à la phase mars 2020. Il y a des mouvements dans les deux sens, donc c'est un peu compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir la forme de la remontée qu'il y a eu. Alors aux États-Unis, ça a commencé en août 2020, le point bas vers 0,50 sur le 10 ans US. Ça a monté donc doucement au début, dans les derniers mois de 2020, puis ça s'est accéléré. Il y a un mouvement assez brutal, à un moment donné un petit peu inquiété les investisseurs actions, un mouvement un peu brutal mois de février, mois de mars, pour aller chercher 1,77% environ. Et puis les choses se sont un peu calmées, il y a eu une détente, c'est redescendu jusqu'au mois d'août, et cette redescente s'est arrêtée à peu près sur la moyenne mobile 200 jours en vert, qui reste haussière, et sur le niveau de retracement de 50%, donc la moitié de la hausse précédente. Donc on va considérer, techniquement parlant, qu'on a eu affaire à un redémarrage mi-2020 jusqu'au premier mois de 2021. Il a fallu corriger ce mouvement de hausse, ce qui a été fait jusqu'à cet été, que maintenant que cette correction est faite, probablement qu'on doit pouvoir repartir à la hausse dans les mois suivants. Sans doute dans une forme différente que celle du mois de février qui était très brutale, peut-être une hausse plus lente, plus construite, moins brutale, pour peut-être se rapprocher de la cible dont parlait Cédric tout à l'heure, aux alentours de 2% pour 2022. Je vous ai affiché là en rouge, en horizontal, une résistance horizontale vers 1,95% sur le taux à 10 ans US. Donc voilà pour ce qui est du taux à 10 ans US, on va dire un support, un retracement qui est fait, une remontée, alors une remontée, je disais tout à l'heure, c'est simplement pas une remontée massive, on ne va pas retrouver des taux à 3-4% comme on a connu historiquement dans les années précédentes, c'est simplement un rattrapage d'une partie de la baisse précédente, une sorte de normalisation. La suivante sur le taux à 10 ans allemand, cette fois, on est un peu dans la même logique, où la baisse forte de 2019 est derrière nous. Là, la remontée de taux s'est construite un peu différemment, symbolisée par le cercle en bleu. Elle a commencé un peu plus tard, elle n'a pas démarré à l'été 2020, puisque le point bas là s'est fait vers octobre 2020 et que le redémarrage s'est fait en janvier 2021, on va dire, et la phase d'accélération, il y a eu en 5 temps jusqu'au mois de mai. Donc c'est important pour nous, sur le plan technique, qu'on voit bien ces 5 temps, parce que ça veut dire que lorsqu'on voit 5 temps, on considère que c'est un mouvement impulsif. Là où ça a été impulsif, et la baisse qu'il y a eu depuis jusqu'à ce mois d'août, qui était plutôt en 3 temps, est plutôt de forme donc corrective, même si elle est plus profonde que ce que je pouvais en attendre il y a quelques mois. On ne s'attendait pas à rebaisser autant, mais ça reste 3 temps donc plutôt correctif. Du coup, s'il y a eu une impulsion et une correction, qu'est-ce qu'on attend ensuite? On attend une reprise de tendance haussière. La moyenne mobile long terme en bleu haussière, donc je vais passer en dessous temporairement. Donc on devrait se rapprocher pour 2022 de 0 environ, toujours en très négatif. Vous avez là une cible assez naturelle qui se situerait vers 0% pour 2022. Donc quand on parle de remontée de taux, voilà, ça reste des remontées de taux, on va dire, raisonnables. C'est simplement qu'on quitterait le territoire négatif qu'on connaît ces derniers mois pour aller se rapprocher des 0%. Voilà ce qu'on peut dire sur le plan technique, sur la forme de la remontée des taux. Et je laisse la parole à Amine pour la suite. Merci beaucoup, Lionel. Donc, pour la suite, je vais vous présenter premièrement les secteurs gagnants avec les secteurs financiers et cycliques. En second lieu, les perdants avec les secteurs défensifs et puis la technologie, avant de conclure avec vous. Donc, tout d'abord, les secteurs financiers et l'assurance, donc les banques et assurances. Le secteur financier a toujours été parmi les secteurs les plus sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Si on regarde le graphe du haut, nous pouvons voir cette corrélation sur les marchés avec en orange le secteur bancaire européen et le taux 10 ans allemand en bleu. Nous pouvons constater que les courbes varient dans le même sens depuis 2011, surtout sur les grandes tendances. Cette corrélation peut être expliquée par plusieurs phénomènes.
La hausse des taux tend généralement à indiquer un renforcement de l'économie. Ceci favorise le remboursement des prêts de la part des emprunteurs, et ce qui fait que les banques, à leur tour, ont moins d'actifs non performants. Ci-dessous, vous pouvez trouver un graphe vous montrant la courbe des taux en janvier 2011 en vert foncé et la courbe actuelle en bleu. Donc ces courbes des taux nous montrent les rendements des obligations souveraines allemandes sur plusieurs maturités, allant de 1 mois à 30 ans. Quand on parle d'une quantification de la courbe, ça veut dire l'augmentation de l'écart de rendement entre les maturités courtes et les maturités plus longues. Une courbe normale ressemble plus à la courbe de 2011. On observe généralement ce type de courbe lorsque les investisseurs s'attendent à voir l'économie croître à un rythme normal, sans variation marquée du taux d'inflation ou sans interruption majeure de l'offre de crédit. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la repentification de la courbe, nous pouvons s'attendre à cette repentification de la courbe si la reprise économique se confirme et les inquiétudes évoquées par Cédric tout à l'heure sont écartées. Une quantification des courbes de taux a un impact sur les banques. Donc cette quantification impacte directement la rentabilité des banques sur leur activité de prêt, en augmentant à chaque fois davantage la marge entre le taux d'intérêt auquel ces établissements se financent et celui auquel elles prêtent aux particuliers. Passons aux assureurs. Les assureurs, à leur tour, peuvent prospérer à mesure que les taux augmentent. En effet, la relation entre les taux d'intérêt et les compagnies d'assurance est linéaire, ce qui signifie que plus le taux est élevé, plus la croissance est importante. Ces mêmes assureurs ne s'en tirent pas aussi bien dans les climats à faible taux, parce que leurs placements obligataires sous-jacents donnent de faibles rendements. Les assureurs qui ont des flux de trésorerie stables sont obligés de détenir beaucoup de titres de créance garantis pour appuyer les polices d'assurance qu'ils rédigent. Donc une amélioration du sentiment des consommateurs signifie plus d'achats de voitures, par exemple, plus de ventes de maisons, ce qui signifie plus de polices d'assurance vendues. Si on passe au secteur cyclique, donc les secteurs cycliques, c'est tout d'abord les secteurs de la consommation discrétionnaire. Donc c'est un grand secteur qui inclut le secteur automobile, par exemple, le secteur des biens de consommation, donc il va inclure le secteur du luxe, par exemple, et les secteurs médias. Donc ce secteur, la consommation discrétionnaire, va également profiter d'une hausse des taux, car, par exemple, l'amélioration de l'emploi, conjuguée à un marché logiquement plus sain, fait en sorte que les consommateurs sont plus susceptibles de faire des achats exorbitants en dehors du domaine des biens de consommation de base, par exemple l'alimentation, les boissons, les articles d'hygiène. Donc bien que la corrélation au taux d'intérêt de ce secteur est marquée, elle est quand même moins marquée que les services financiers. On a d'autres secteurs cycliques, comme l'industrie, les technologies de l'information et les matériaux, qui ont aussi présenté de fortes corrélations avec les taux d'intérêt. Cela est logique, étant donné que les pressions inflationnistes et les taux d'intérêt plus élevés s'inscrivent souvent dans la foulée d'une croissance économique. Passons aux perdants, avec les secteurs défensifs sur le slide suivant. Merci Cédric. Donc les défensifs tout d'abord. Ce sont les valeurs qui sont plus solides et moins sensibles au cycle économique, car leur activité même les préserve des aléas de la conjoncture, ou parce qu'elles s'inscrivent tout simplement sur des tendances lourdes de l'économie. C'est notamment le cas des secteurs de la santé. Les soins, par exemple, ne sont pas en fonction de la croissance économique. Il y a aussi le secteur agroalimentaire, il y a le secteur de la distribution et les services aux collectivités. Ces secteurs sont considérés comme défensifs car ils sont moins volatiles en bourse. Comme on peut s'attendre, les secteurs défensifs ont sous-performé dans une phase de hausse des taux d'intérêt. Il ne serait pas surprenant de les voir sous-performer sur
de les voir sous-performer face à des secteurs plus cycliques sur le plan économique lorsque les taux augmentent. Si on regarde le graphe à droite, en rouge, nous avons l'Eurostoxx, en vert, le secteur de la santé, en violet, les services aux collectivités, et en bleu, le secteur alimentaire. Ce graphe nous présente les 3 premiers mois de l'année. Sur cette période, nous avons connu une hausse des taux d'intérêt allemands d'à peu près 30 points de base. Donc, c'est la partie basse du graphe. On peut le voir tout en bas. Donc, ceci, il est passé de à peu près moins 0,50 à moins 0,28 pendant cette période. Donc, sur cette période, nous avons clairement la sous-performance des défensives. Par exemple, on a une sous-performance de 10% des services de collectivité. On a une sous-performance d'à peu près moins 8 pour le secteur alimentaire et moins 3 pour la santé. Voyons ensemble pourquoi. Ces secteurs de rendement sont des secteurs matures, bien positionnés sur leur marché, mais dont la croissance reste faible. On estime la croissance de ces secteurs au rythme de l'inflation ou de la croissance du PIB. Dans un environnement de taux bas, voire négatifs, ces rendements sont attractifs aux yeux des investisseurs. En revanche, ces rendements perdent de l'intérêt dans un environnement de reprise économique, accompagné de la hausse des rendements obligataires. En effet, les investisseurs leur préféreront alors les obligations dont les rendements deviennent relativement plus intéressants, surtout compte tenu de leur plus faible volatilité. Deuxièmement, à cause de leur modèle économique qui nécessite généralement une dette élevée, ces sociétés souffrent logiquement de leur remontée des taux. Habituées à des conditions extrêmement favorables de crédit, elles risquent de voir leur charge d'intérêt augmenter au fur et à mesure de leurs besoins de financement. Nous avons sur le graphe du bas, en fait, ce que j'ai voulu vous montrer ici, donc sur le graphe, on voit la net dette sur l'EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est les bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements. Ce ratio mesure la capacité de remboursement de la dette d'une entreprise avec l'argent généré par son activité. Un taux plus bas va nous signaler un meilleur profil de crédit de cette société. Ici, nous retrouvons les secteurs défensifs en comparaison au secteur technologique et industrie. Ce ratio s'élève entre 3 et 4 pour les défensives et à moins de 2 pour le secteur technologique et industriel. Ceci montre la plus grande taille de la dette comparée à la rentabilité des entreprises pour les actions défensives et explique leur relative souffrance en bourse quand les taux remontent. Si on passe au secteur de la technologie sur le slide suivant, donc avant de commencer, en fait, historiquement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le secteur de la technologie est un secteur cyclique, donc qui n'a pas forcément souffert pendant les phases de remontée de taux. Cependant, il a récemment été un des plus grands perdants de la rotation sectorielle. Sur le graphe à côté, en rouge, nous retrouverons le marché, donc l'Eurostoxx, les banques en bleu et la technologie en orange. Nous voyons clairement la sous-performance du secteur lors de la remontée des taux. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont si bas que mathématiquement parlant, même des variations relativement faibles des taux d'intérêt peuvent avoir un effet dramatique sur la valorisation actuelle des actions de croissance et surtout la technologie. Ceci, c'est à cause du fait que ce secteur a un des taux de dividendes les plus bas. Cela fait que la majeure partie des flux de trésorerie se produisent dans un avenir plus ou moins lointain, rendant ainsi leur valorisation actuelle beaucoup plus sensible au niveau de variation des taux. Passons au slide d'après. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les marchés actions ne baissent pas forcément en période de hausse de taux, mais de changements sur les leaders qui peuvent s'opérer grâce au taux. Historiquement, les secteurs financiers, les secteurs cycliques, comme on a pu voir, sont les grands gagnants, aux dépens des secteurs plus défensifs et fortement endettés. Finalement, chaque période a ses spécificités et il faudra donc analyser chaque situation avec les caractéristiques de chaque secteur et s'adapter pour choisir les leaders sur la période.
comme on a pu voir sur le secteur de la technologie, par exemple. Avant de conclure et laisser la place aux questions, je voulais aussi vous parler, c'était pas tout à fait le sujet aujourd'hui, mais je voulais vous parler aussi de certaines régions qui profitent de la montée des taux. Par exemple, on peut parler du Japon, qui, la composition de ce pays, des actions sous-jacentes des indices japonais, est plutôt cyclique. Donc, on a à peu près 25% de valeur industrielle au Japon. Donc, il va normalement profiter d'une hausse des taux. Autrement aussi, des actions de petite capitalisation vont profiter aussi d'une remontée des taux parce qu'elles sont très sensibles à la croissance. Je pense que j'ai tout dit. On va peut-être laisser la place aux questions. Cédric, je te laisse la parole peut-être. Oui, merci Amine, merci Lionel. Alors, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, via le chat. On a déjà une première question sur un mécanisme que tu as déjà abordé, Amine, peut-être à expliquer un tout petit peu plus. La conséquence sur les actions si les taux longs augmentent plus vite que les taux courts. Et deuxième question, quelle raison provoquerait cette hausse? Donc, je pense que c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a des taux longs qui sont à 29 et des taux courts, en tout cas je parle des US, et des taux courts qui sont autour de 0,3. On a une belle pontification de la courbe. Peut-être l'impact sur les actions. Ben, typiquement, on a évoqué ce scénario quand on parlait des pontifications des courbes. Donc, pendant cette pontification, une pontification, c'est typiquement ce qu'on va voir sur les courbes. Et par exemple, une pontification rapide de la courbe va profiter, comme on a évoqué tout à l'heure, une rentabilité accrue des banques, donc qui profitent avec leur marge qui augmente. Et puis en fait, ce mouvement va en fait dire que l'économie repart. Parce que typiquement, le marché est dans l'anticipation. Et donc, une quantification de la courbe veut dire que le marché estime que la santé de l'économie va aller en avant. Et donc, va profiter au secteur cyclique aussi, comme nous l'avons évoqué. On le voit, oui, effectivement, pour compléter, là sur le graphe page 10, Amine a pris les taux allemands. Vous voyez, on a des taux à un mois qui sont à quoi 0 et quelques, voilà. Et alors ça, c'était il y a longtemps, mais et on voit la pontification qui est plus lointaine, c'est-à-dire sur le 10 ans qui est à 3%. C'est une situation quasi idyllique pour les banques, hein, puisque elles prêtent à long terme et empruntent à court terme. Donc elles, entre guillemets, empochent la différence. Ce qui peut provoquer, tu me corriges Amine, mais c'est les anticipations. C'est-à-dire qu'on prévoit que dans un an et demi, la croissance sera meilleure. Donc qui dit croissance meilleure dit certainement que les taux directeurs des banques centrales seront augmentés. Donc j'anticipe une hausse des taux, parce que j'anticipe une accélération de la croissance à horizon 1 an, 10 ans ou plus. Donc ce qui peut expliquer qu'on ait une courbe qui se pontifie. Une deuxième question, les mauvaises nouvelles ne sont-elles pas déjà un peu dans les cours compte tenu des tassements intervenus depuis août? Alors c'est un petit peu en marge de la présentation. Je peux commencer, après je vous laisserai la parole, mais je ne sais pas si c'est mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a eu un marché qui a été assez insensible jusqu'au 17 août, autant aux États-Unis qu'en Europe, était un peu insensible à l'environnement de taux. Le marché était porté par les très bonnes publications des résultats des entreprises, donc ça jusqu'à mi-août. Et à partir de mi-août, on a réalisé qu'il y avait quand même un certain nombre de nuages qui étaient en train de s'accumuler, et notamment, alors bon, il y a eu le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Malheureusement, même s'il y a eu des décès, c'était un micro-phénomène. Je pense que ce qui a le plus marqué, ça a été les premiers indicateurs avancés américains qui montrent un certain ralentissement au niveau des créations d'emplois, au niveau de la force de la reprise économique. Donc c'est ça, entre guillemets, les mauvaises nouvelles. Mais alors, c'est relatif, hein, puisque on a quand même des marchés, je pense aux marchés européens et américains qui étaient à plus de 20% à fin août. Donc
les résultats étaient bons, les anticipations de taux se sont un petit peu inversées à partir de mi-août, c'est-à-dire que c'est devenu un peu secondaire, mais je crois que les marchés avaient une peur que le programme de rachat d'actions de la Fed soit beaucoup plus baissé que ce qu'il n'a été annoncé. Finalement, la Fed a dit ce que le marché attendait. Tapering, mais pas non plus trop fort. Donc oui, il y a une petite prise de bénéfice, il y a un petit tassement des cours, c'est vrai, depuis début septembre. Ensuite, ça peut montrer que on est en train de normaliser. J'en parlais dans l'introduction, on est vers une normalisation de la politique monétaire. Donc il y aura peut-être moins d'euphorie. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Après, si on prend un tout petit peu de recul, vous avez des taux une inflation qui est autour de un peu plus de 2%. Vous avez la liquidité qui ne rapporte rien. Vous avez des emprunts gouvernementaux, les govies, qui rapportent rien. Et vous avez également des obligations d'entreprise, même de qualité, qui rapportent plus rien. Donc, quelque part, il n'y a pas d'autre alternative. Si vous voulez un petit peu de rendement, il faut prendre du risque, il faut donc aller sur les marchés actions. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Amine ou Lionel. J'aimerais rajouter, en fait, j'ai regardé les valorisations aujourd'hui des secteurs. Par exemple, j'ai pris le secteur bancaire pour voir typiquement si cette hausse des taux est déjà intégrée dans les cours. Donc, j'ai choisi de regarder un indicateur qui est largement utilisé pour le secteur bancaire. Donc, en fait, c'est le prix pour le ratio prix et valeur, la book value, la valeur de, en français, ça donne Les actifs. voilà, Les la actifs valeur nets. des actifs. Et si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve à un niveau qui laisse de la marge à la hausse sur ce secteur, par exemple. Aujourd'hui, on est à un niveau de 0,69 et en fait, historiquement, on était allé chercher plus de 1% avec des taux qui étaient largement supérieurs. Donc aujourd'hui, ça nous laisse croire qu'il y a encore de la marge sur ce secteur, par exemple. Et pour ne pas citer tous les secteurs, mais quand on regarde les valorisations relatives des secteurs, on peut voir que toutes les nouvelles ne sont pas encore intégrées dans les cours, justement parce que il y a beaucoup d'incertitudes encore. Merci Amine pour cette précision. On a des questions également sur les secteurs, tu as parlé des technos, on a donc des questions sur le secteur et aussi sur les valeurs. Donc en gros, la question c'est, il y a beaucoup de valeurs qui sont en très forte croissance, sont évoquées à SML et Sartorius. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, juste avant de laisser la parole à Amine, peut-être pour expliquer un petit peu le focus techno, il y a secteur et valeur. Les valeurs ont des dynamiques propres, vous le savez, on peut parler secteur des technos précisément et encore plus des semis avec la pénurie mondiale qui profite aux fabricants de machines pour les semis. Et ensuite, il y a la partie sensibilité au taux. Donc ce sont deux logiques qui peuvent être un petit peu différentes quand même. Peut-être sur les technos, Amine et notre vue plus large sur le segment, et peut-être Lionel si tu veux compléter ensuite. Sur ASML, bon, comme tu viens de préciser, c'est vrai que quand on zoome sur des valeurs spécifiques, c'est pas forcément la dynamique du secteur qui va s'appliquer. ASML aujourd'hui, comme tu viens de le souligner, donc est très bien positionné sur le secteur sur les semi-conducteurs. Aujourd'hui, ASML est en amont de la chaîne de production des pièces semi-conducteurs. En fait, ils produisent les machines qui vont aider les sociétés comme Taiwan Semiconductor à produire ces composants. Donc aujourd'hui, ASML a une position sur le marché qui va être à peu près une position de monopoly en fait. Elle est très bien positionnée.
Donc on peut s'imaginer que elle pourrait résister, ou au moins en tout cas en relatif, faire mieux que le secteur en général. Parce que voilà, cette société aussi a un carnet de commandes qui va s'étendre sur plusieurs années. On a de la visibilité sur sur son activité. Donc tout ça pourrait être interprété et vu positivement par le secteur, enfin par les investisseurs plutôt. Pardon. Et puis Sartorius a une croissance élevée par rapport à d'autres mastodontes du secteur, en fait, si on la compare à Sanofi ou d'autres. Donc, elle pourrait avoir un comportement différent que le secteur, par exemple. Donc, effectivement, les hausses de taux anticipées impactent ces secteurs, mais il y a quand même des dynamiques très fortes. Et puis, en ce qui concerne la pénurie de semi-conducteurs, on est quand même sur je ne vais pas dire micro-phénomène, mais c'est un phénomène sectoriel très précis, très ciblé. Donc c'est quand même deux choses. Donc c'est pas aussi blanc ou noir cette hausse de taux et l'impact sur le secteur de techno ou secteur à forte croissance. Ça aura un impact peut-être un peu plus tard, peut-être une fois que la situation de pénurie sera adressée. Je sais pas, Lionel, si tu veux ajouter quelque chose techniquement peut-être? Oui, puis c'est apporté hein, en termes de comportement des dynamiques boursières. En ce moment, le secteur des semi-conducteurs en Europe surperforme, notamment parce que c'est plus sur l'amont, comme disait Amine, hein, sur ASML. Mais quand on regarde aux US, le secteur se comporte correctement, mais sans plus, quoi. Il fait pas forcément mieux que le marché, que le secteur techno en général. Donc ça dépend un peu le positionnement des différents acteurs, les différentes zones. C'est pas complètement binaire. Parfait. Merci Lionel. Je ne vois pas d'autres questions. Donc merci. Peut-être une dernière question. Matières premières, pétrole et taux. Quelle évolution? Effectivement, on avait un slide sur les énergies qu'on n'a pas forcément diffusé. Peut-être Amine, si tu as un peu d'éclairage là-dessus. Très bonne question. Oui, les matières premières, typiquement, c'est un des secteurs qui performe le mieux et le plus corrélé, en tout cas, pendant une phase de remontée de taux. Par contre, pour l'énergie, c'est un peu plus mitigé. Donc, quand je regarde d'autres études sur le sujet qui étudient pas forcément la performance en relative, mais qui regardent les corrélations. Donc, on retrouve le secteur de l'énergie parmi les secteurs qui est le plus corrélé et donc qui est censé afficher des performances positives dans une période de remontée de taux. Par contre, ce qu'on remarque et ce qu'on a pu voir sur le secteur de l'énergie, c'est que tout ne dépend pas que des taux d'intérêt. Par exemple, l'année dernière, on a vu des problèmes de offre et demande, des décisions, le coût de stockage, comme on avait vu, la brève chute du prix du baril en dessous de zéro, qui était historique. Et donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur ce secteur, donc l'offre et la demande, la politique, par exemple, c'est les décisions de l'OPEP, donc des décisions entre des pays membres, et puis voilà, donc c'est un peu plus complexe pour ce secteur, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup Amine, merci beaucoup Lionel. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes. Vous pouvez la retrouver sur YouTube demain. Elle sera en ligne dès demain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un très bon appétit. Merci. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.